bonjour, plutôt bonsoir. Donc je m'appelle Olivier Lopez, voyez mon nom écrit. Je suis chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de physique corpusculaire, qui se trouve ici, sur le campus 2. Donc c'est un laboratoire qui est une unité mixte de recherche, UMR, qui dépend de l'université, de l'ENSICAN et du CNRS. Moi-même, je suis personnel CNRS, je suis chargé de recherche au CNRS. Et donc l'objectif de cette petite conférence, c'est de vous montrer un petit peu les liens qui peuvent exister entre les particules élémentaires et l'infiniment grand, la matière d'étoiles. Et le fil rouge, ça va être de balayer un petit peu ce qu'on fait en physique nucléaire à Caen. Donc on va parler du Ganil, de spirale 2, des particules élémentaires, des interactions, etc. Et donc je vous invite à un petit voyage pendant 1 heure autour de ce que l'on peut faire ici à Caen en physique nucléaire. Donc tout d'abord quelques questions, parce que la physique nucléaire, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert de l'étudier ? Donc les questions, en fait, ce qu'on peut voir en ce qui concerne la physique nucléaire, c'est que la physique nucléaire, si on part en termes de particules élémentaires, eh bien la physique nucléaire, ça s'intéresse aux protons et aux neutrons. Donc de chaque côté, chacune des sphères que vous voyez correspond à un proton et un neutron. Et puis on sait depuis, donc le proton et le neutron ont été découverts, le proton il y a très longtemps, dans les années 20, le neutron en 1932 par Chadwick. Et puis dans les années 70, on a découvert que ces protons et ces neutrons n'étaient pas des particules élémentaires, mais qu'il existait des particules subnucléoniques qui se sont avérés être les quarks. Et donc les quarks, à l'heure actuelle, c'est bloqué. Voilà. Et donc les quarks constituent, à l'heure actuelle, les composants ultimes de la matière, donc les particules les plus élémentaires que l'on puisse faire. Et puis, quand on parle de force, c'est-à-dire d'interaction entre ces différents objets, eh bien, il y a une force qui est indispensable au niveau nucléaire, c'est l'interaction forte. L'interaction forte, c'est quoi ? C'est une des 4 forces de l'univers. Vous avez la gravitation que vous connaissez, vous avez l'interaction électromagnétique que vous connaissez aussi, tout ce qui est responsable des phénomènes électriques et magnétiques. Et puis vous avez donc 2 autres forces qui n'agissent que dans le domaine de l'infiniment petit, qui s'appellent l'interaction faible et l'interaction forte. Donc je vais parler de ces 2 forces-là parce qu'elles sont au cœur véritablement de ce qu'on étudie en physique nucléaire. Et donc l'interaction forte, quelle est la vision moderne pour la représenter ? On la représente par l'intermédiaire d'un champ. Il faut savoir que dans la vision moderne de la physique, une interaction, une force, c'est un champ. Et un champ se propage avec des particules. Et donc les particules de ce champ, en ce qui concerne l'interaction forte, c'est ce qu'on appelle le pion. Donc vous voyez ici le pi qui est mis en haut, avec sa masse, que j'exprime ici en unité de physique nucléaire en mégaélectronvolts, 135-140 MeV, eh bien le pion, c'est le vecteur d'échange de l'interaction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez un proton et un neutron qui se collent dans un noyau, eh bien ils échangent des pions. Et c'est par l'intermédiaire de ces échanges de pions que le proton et les neutrons se collent dans les noyaux. C'est la même chose au niveau de l'interaction électromagnétique, puisque l'interaction électromagnétique, sa particule vecteur, ce qu'on appelle le boson vecteur, c'est le photon. Donc le photon, la lumière. Quand vous avez de la lumière, quand vous captez de la lumière, quand vos yeux captent de la lumière, ça veut dire qu'il y a un phénomène électromagnétique. Ça veut dire qu'un atome, à un moment donné, a eu des charges en mouvement qui ont éjecté des photons, et ces photons, vous les avez captés. Donc dans la vision moderne des choses, ce que l'on peut dire, c'est que l'interaction, c'est-à-dire la force qui lie des objets, c'est un champ. Et ce champ est véhiculé par différents types de particules. Donc en ce qui concerne, comme je vous le disais, l'interaction forte, ce sont les pions. Et puis, suivant les énergies, vous avez aussi d'autres particules qui rentrent en jeu, comme des ρ, des oméga, des sigma. C'est un peu plus compliqué. Mais le principe est celui-ci, c'est que l'échange d'énergie se fait par l'intermédiaire d'une particule qui se promène dans un champ. Et ça, c'est ce qu'on appelle QCD. C'est ce qui est écrit sur la gauche ici. QCD, ça veut dire Quantum Chromodynamics, donc chromodynamique quantique, qui est en fait la théorie de champ qui permet de décrire l'interaction forte. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est basé sur les quarks, puisque ce sont les 3 objets que vous voyez dans chacune des 2 sphères qui sont responsables, qui sont sensibles, on va dire, à cette interaction. Et donc, l'échange entre les deux objets, les 2 nucléons, se passe par l'intermédiaire de l'échange d'un pion, d'un boson. Donc, si on résume un petit peu les choses, en ce qui concerne l'interaction nucléaire, l'interaction forte, en fait, on peut la caractériser très simplement par le fait que cette interaction forte, elle est très forte. Elle est très forte, mais sa contradiction, c'est qu'elle est à très courte portée. Autrement dit, sa portée n'agit que sur des dimensions nucléaires. La portée de la force, c'est 1 Fermi, 1 femtomètre, 10-15 mètres. Autrement dit, ça veut dire que cette force, quand vous avez 2 objets qui sont à plusieurs Fermi,
donc à quelques dizaines, ou imaginez la dimension du noyau, c'est des centaines de milliers de Fermi, eh bien l'interaction forte n'agit plus. Autrement dit, l'interaction forte n'agit que lorsque les particules sont pratiquement au contact. Donc ça, c'est une caractéristique, c'est ce qu'on appelle la courte portée de l'interaction. Et en fait, cette courte portée est reliée en fait à la masse du boson qui échange la force, puisque en gros, la portée est inversement proportionnelle à la masse de la particule qui l'échange. Autrement dit, plus une particule est massive, plus sa portée va être faible. Plus une particule a une masse petite, plus sa portée est grande. À tel exemple que, par exemple, le photon qui n'a pas de masse a une portée infinie. La force électromagnétique a une portée infinie. Autrement dit, deux charges dans l'espace peuvent se voir à n'importe quelle distance. Ce n'est pas le cas dans les noyaux. Dans les noyaux, les protons et les neutrons ne se voient que lorsqu'ils sont vraiment au contact pratiquement l'un de l'autre. Donc c'est une force, comme je vous l'ai dit, à courte portée, un Fermi, qui possède un cœur répulsif, qui empêche justement les protons et les neutrons de se monter les uns sur les autres. Cette force est attractive, bien sûr, mais elle a une limite, et cette limite, c'est le cœur répulsif. Alors je vais essayer de me balader avec mon truc ici pour vous montrer. Hop, sur cette carte. Ici, vous voyez, la partie négative correspond à ce qu'on appelle vraiment la partie attractive. Okay ? Vous voyez qu'à longue portée, ici, lorsque l'on va vers des distances qui sont très grandes, la force tend vers zéro. Et puis vous voyez qu'au contraire, quand on essaie de rapprocher un proton et un neutron, vous avez ce qu'on appelle le cœur répulsif ici, qui va faire que la force va devenir non plus attractive, mais très répulsive. Ceci explique pourquoi les protons et les neutrons ne s'agrègent pas et ne se rentrent pas dedans dans les noyaux. Autrement dit, vous voyez, les caractéristiques des noyaux font que le noyau existe, parce que vous avez une force qui est à courte portée, qui fait que les protons et les neutrons se lient à courte distance, mais cette force a un cœur répulsif qui empêche ces protons et les neutrons de se rentrer dedans et de former une sorte de trou noir ou quelque chose qui ferait que la matière disparaîtrait. Donc ça, ce sont des propriétés qui sont liées à l'interaction forte. Et on dit que cette interaction forte, elle est vectorielle, puisque entre le proton et le neutron, qu'on peut considérer en fait comme ce qu'on appelle un nucléon, avec deux orientations d'un vecteur qu'on appelle l'isospin, eh bien, on peut décrire comme ça, et c'est ce qu'a fait Fermi dans les années 30, une description vectorielle de l'interaction forte. Autrement dit, l'interaction proton-neutron, l'interaction neutron-neutron, l'interaction proton-proton n'est pas exactement la même. Vous avez des termes qui font que, par exemple, l'interaction neutron-neutron est plus attractive que l'interaction entre deux protons, par exemple. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'interaction forte et les caractéristiques un peu de base de la matière nucléaire. Alors si maintenant on en vient au noyau. Le noyau, c'est un édifice quantique. Autre chose, si je vous ai parlé de champ, maintenant je vais vous parler un petit peu de physique quantique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le noyau obéit à des lois qui ne sont pas les lois de notre monde réel telles qu'on peut les imaginer. En tout cas, des lois qui sont beaucoup plus compliquées. Et ces lois font qu'à l'intérieur du noyau, c'est vrai également pour l'atome, vous avez un système de modèle en couches. C'est-à-dire que les protons et les neutrons ne se mettent pas n'importe où dans le noyau, mais vont se mettre dans ce qu'on appelle des orbitales, qui vont être plus ou moins éloignées du centre du noyau, et qui vont donner cette structure particulière que l'on appelle la structure en termes de niveau d'énergie de ce noyau. La même chose que vous observez au niveau de la physique atomique. Vous connaissez tous le tableau périodique des éléments. Dans le tableau périodique des éléments, qu'est-ce qu'on vous fait ? On vous met des lignes et des colonnes. Chaque ligne correspond à une couche que l'on remplit d'électrons sur une orbitale, c'est-à-dire sur une orbite autour du noyau. Et quand, par exemple, vous prenez la première ligne, vous avez deux colonnes. Ces deux colonnes correspondent au remplissage d'une couche complète de l'orbite la plus interne, qu'on appelle la couche K, qui correspond à 2 électrons. Quand vous passez à l'orbite supérieure, vous avez 6 possibilités. Et donc, ce tableau périodique, cette classification périodique, vous permet comme ça de classifier en quelque sorte tous les éléments. Eh bien, il faut imaginer qu'en physique nucléaire, c'est exactement la même chose, sauf que les objets, cette fois-ci, ne sont pas des électrons, ce sont des protons et des neutrons. Ça veut dire que vous avez un diagramme en couche pour les protons et un diagramme en couche pour les neutrons. Et ce diagramme en couche, vous en avez une représentation ici. Donc ça se caractérise par des niveaux d'énergie. Vous voyez les traits horizontaux que l'on voit, ce sont des niveaux d'énergie. Et puis ces niveaux d'énergie sont caractérisés donc par des nombres quantiques qui vont les caractériser. Le premier nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique principal, c'est en quelque sorte le numéro de l'orbite. Le deuxième nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique orbital, qui va correspondre à la vitesse, entre guillemets, que va avoir le nucléon sur cette orbite. Et puis, vous avez également un nombre quantique de spin qui est associé à chacun des protons et des neutrons, qui va donner naissance à ce qu'on appelle un nombre quantique de moment cinétique total, qui s'appelle J. Et donc, avec ces
3 nombres quantiques, on va pouvoir définir, entre guillemets, la configuration d'un noyau, la manière dont il est structuré en ce qui concerne son énergie. Alors cette structuration quantique donne naissance à des propriétés qui sont assez fondamentales. L'une des propriétés, c'est les nombres magiques. Vous connaissez les nombres magiques, c'est ce qu'on appelle les couches fermées dans les atomes. Vous savez que les gaz rares sont les gaz inertes, ils sont situés à l'extrémité de la colonne, sur la droite, et vous savez que ces gaz sont très peu réactifs, on les appelle des gaz nobles ou gaz rares. Pourquoi ils sont très peu réactifs? Parce que justement, ils ont un nombre d'électrons qui est complet, et donc ils n'ont aucune envie de récupérer soit un électron, soit de céder un électron. Et donc ceci les rend très peu réactifs au sens de la chimie, qui concerne justement les échanges d'électrons. Eh bien, au niveau de la physique nucléaire, c'est la même chose. Vous avez des nombres magiques qui apparaissent. Ces nombres magiques, alors ils sont plus compliqués que ceux de la physique atomique, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a les protons et les neutrons. Donc il y a 2 types de particules, alors que dans les noyaux, que dans les atomes, vous n'avez qu'un seul type de particules, les électrons. Et donc ces nombres magiques, ils vous sont donnés ici, c'est 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces nombres magiques? Eh bien, ça veut dire que quand vous avez un noyau qui possède un nombre magique de protons et ou de neutrons, il est plus stable que ses petits copains. Et on va voir que ceci est une conséquence sur la manière dont la matière s'est créée dans l'univers. Et donc ça veut dire qu'on parle en physique nucléaire de noyaux simplement magiques, quand seulement le nombre de protons ou le nombre de neutrons correspond à l'un de ces nombres qui vous indiquez ici. Mais vous avez la possibilité d'avoir des noyaux doublement magiques, et donc qui sont, entre guillemets, doublement stables par rapport aux autres. Exemple de noyau magique que vous devez connaître, l'oxygène 16. L'oxygène 16, il est formé de 8 protons et de 8 neutrons. Le calcium 40, formé de 20 neutrons et de 20 protons. L'hélium 4, le noyau d'hélium, la particule alpha, qui est formée de 2 protons, 2 neutrons. Donc tous ces noyaux ont des caractéristiques qui font qu'ils sont plus stables que les autres. Et donc quand on les produit, c'est beaucoup plus difficile de les transformer parce que justement ils sont très stables. Et on verra que ceci est une conséquence dans la nucléosynthèse. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que le fait que vous ayez des niveaux d'énergie conduit au fait que vous pouvez exciter votre noyau et que ce noyau va répondre de manière assez spécifique et va répondre de manière individuelle suivant son nombre de protons et son nombre de neutrons. C'est ce qu'on appelle les excitations collectives, c'est ce qu'on appelle aussi dans notre jargon les résonances géantes. Qu'est-ce que c'est qu'une résonance? C'est un mouvement collectif du noyau. La résonance géante la plus simple, c'est la résonance géante monopolaire, monopôle, ça veut dire un seul pôle, c'est-à-dire le centre. Vous avez votre noyau qui respire. Ça veut dire que quand vous excitez votre noyau, par exemple, par une collision, vous lui communiquez une énergie, ou par un laser vous l'excitez, eh bien ce noyau, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Mais il va se mettre à respirer. Donc vous allez avoir un phénomène d'oscillation monopolaire, alors qui va s'amortir au cours du temps, mais qui va faire que lors de cette oscillation, vous allez avoir des émissions de photons gamma qui vont être caractéristiques de la fréquence d'oscillation, E égale h nu, qui vont être caractéristiques de la fréquence d'oscillation de votre noyau. Donc ça, c'est la résonance la plus simple. C'est ce qu'on appelle la résonance isoscalaire. C'est la première qui vous indiquée ici. C'est GMR, Giant Monopole Resonance, ici. Vous voyez, isoscalaire, IS signifie isoscalaire. Ça veut dire quoi, isoscalaire? Ça veut dire que les protons et les neutrons oscillent en phase. Ça veut dire que les protons et les neutrons subissent la même chose. Mais vous pouvez avoir, par exemple, un autre type de résonance, la résonance isovectorielle, dans laquelle protons et neutrons oscillent en opposition de phase. C'est-à-dire pendant que les neutrons grossissent, les protons rétrécissent, et inversement. C'est un mode d'excitation qui est caractérisé par une émission de gamma, donc vous avez des raies gamma caractéristiques de ce mode d'excitation collective. Et puis vous avez des modes plus compliqués, des modes où vous avez cette fois-là des oscillations qui sont découplées entre protons et neutrons. Ça veut dire que les protons et les neutrons oscillent, mais n'ont pas le même centre de masse. Ça c'est la résonance dipolaire géante isovectorielle. Et puis, vous pouvez construire d'autres modes aussi dans lesquels vous avez des oscillations sous forme de ballons de rugby qui oscillent soit en phase, soit en opposition de phase. Bref, vous avez tout un tas de phénomènes comme ça qui sont caractéristiques des noyaux. Et d'ailleurs, en physique nucléaire, quand on veut caractériser un noyau, il faut caractériser non seulement son spectre d'énergie, c'est-à-dire les niveaux d'énergie que remplissent les protons et les neutrons, mais également donc caractériser ses excitations collectives. Donc ça fait partie du job d'un physicien nucléaire, quand on a découvert un nouveau noyau, de regarder son spectre en termes de modèle en couche, et puis les modes d'excitation auxquels il est sensible, donc les excitations collectives. Et ceci est lié véritablement ici à la nature quantique du système.
Si le système, si les protons et les neutrons n'étaient pas quantiques, vous n'observeriez pas les nombres magiques ni les excitations collectives. Donc ça, pour vous donner une idée, les nombres magiques, par exemple, c'est le modèle en couche. C'est Maria Koppelschmeier qui les a, pour la première fois, mis en évidence. C'était dans les années 50. Les excitations collectives, en gros, ça date des années 60-70. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas si vieux que ça. Ça vous paraît peut-être vieux, ça fait 50 ans, mais c'est quelque chose qui est relativement récent. Et donc ceci, c'est ce qu'on appelle la structure nucléaire. Donc la structure nucléaire, quand on vous dit moi je fais de la structure nucléaire, ça veut dire qu'on étudie les niveaux d'énergie, on étudie les excitations, on étudie entre guillemets la réponse des noyaux à des formes d'excitation. Alors continuons. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'était la question du début, à savoir, je vous ai parlé des particules élémentaires vers la matière d'étoiles. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la relation qu'il existe entre le noyau, ce dont je viens de vous parler, et puis par exemple, ce que vous observez ici, une supernova. Une supernova est la formation par derrière de la supernova d'une étoile à neutrons. Eh bien, vous allez voir que ceci est complètement lié et que si les propriétés du noyau n'étaient pas les mêmes, on n'observerait pas ces phénomènes dans l'espace. Et ces supernovas sont décrites non pas par la structure nucléaire, mais par une thématique particulière de la physique nucléaire qui s'appelle l'équation d'état de la matière nucléaire. Et je vous en parlais aussi dans la deuxième partie. Ok, donc maintenant, il y a 3 grandes questions qu'on se pose en physique nucléaire, en gros. Maintenant, on va aborder les 3 questions fondamentales. C'est d'abord comment, à partir des particules élémentaires, peut-on retrouver les propriétés du noyau? Autrement dit, exprimé en langage plus formel, comment peut-on bâtir le noyau atomique à partir de QCD, c'est-à-dire l'interaction fondamentale entre les quarks, et de l'interaction entre nucléons? Et pour y répondre, c'est ce qu'on appelle les théories des interactions effectives et les modèles ab initio, c'est-à-dire des modèles dans lesquels on ne présuppose rien, on met les théories que l'on connaît au niveau des interactions fondamentales et on cherche à bâtir avec ça, de faire des simulations dans lesquelles on essaye de bâtir les noyaux et de voir s'ils ont les bons spectres d'énergie, s'ils ont les bonnes excitations, etc., les bonnes caractéristiques. Ça, c'est un travail très complexe. Comme je vous l'ai dit, c'est à la frontière entre la mécanique quantique, la physique à n-corps et donc des simulations très, très complexes. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, avec des modèles ab initio, avec les puissances informatiques dont on dispose, on est capable de reproduire les caractéristiques des noyaux, en gros, jusqu'au carbone 12. C'est-à-dire on est capable de reproduire les niveaux d'énergie, les excitations d'un système de 12 nucléons. Alors que vous le savez, il existe des systèmes avec beaucoup plus de nucléons, puisqu'on peut aller, si on prend les éléments qui existent à l'état naturel sur Terre, l'uranium 238 est le plus lourd, on peut aller jusqu'à 238 nucléons. Vous voyez qu'il y a encore du chemin à parcourir avant d'arriver à décrire complètement toutes les caractéristiques des noyaux. Donc ça, c'est la première grande question qu'on a. Autrement dit, comment à partir des principes premiers, on peut en déduire les caractéristiques du noyau. D'autre part, ici, ce qu'on a parlé tout de suite, la structure nucléaire. Le noyau comme système à n-corps quantique, comme je vous l'ai dit. Comment expliquer les régularités observées dans le noyau, les nombres magiques, les excitations collectives. Je ne vous ai pas parlé d'appariement. On observe aussi le fait que les nucléons ont tendance à se grouper par 2, par paire. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'appariement. Et donc, ça aussi, c'est une propriété qui est importante dans les noyaux, notamment pour les noyaux qui ont un nombre de protons égal au nombre de neutrons, n égale z. Et donc, comment est-ce qu'on peut décrire ça? Et pour décrire ça, eh bien, je vous en ai parlé un petit peu, c'est ce qu'on appelle les modèles en couches, et ce qu'on appelle aussi les théories au-delà du champ moyen, qui permettent de décrire de manière formelle, de manière mathématique, comment on passe d'un système de n nucléons, de z protons, de n neutrons, à un noyau avec son spectre d'énergie, ses excitations. Et puis, troisième grande question, comment la dynamique des réactions nucléaires, permet de sonder la structure nucléaire et quelles sont les observables importantes. Et ça, c'est ce que je vous ai parlé en dernier, c'est ce qu'on appelle l'équation d'état de la matière nucléaire. Autrement dit, comment à partir des propriétés de ces noyaux, on peut former d'autres noyaux par réaction nucléaire. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut simuler et qui est en plein essor, mais dans lequel on n'a pas forcément encore toutes les réponses. Et notamment, on se pose des questions concernant l'équation d'état de la matière nucléaire et ce qu'on appelle aussi les transitions de phase. Dans la dernière partie, je vous parlerai des étoiles à neutrons, et vous verrez que dans les étoiles à neutrons, il y a des transitions de phase. Ça veut dire que vous avez des phases liquides, des phases solides, des phases gazeuses,
et comment le système s'auto-organise pour passer d'une phase à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, qui nécessite là encore des théories très pointues, et dans lequel la physique nucléaire est en quelque sorte à l'avant-garde de ce genre de domaine. La transition de phase, c'est aussi ce que vous observez en physique de la matière condensée. Quand vous prenez par exemple une phase superfluide par rapport à une phase qui ne l'est pas, c'est une transition de phase. Donc vous avez des systèmes qui s'auto-organisent, et ça c'est la mécanique quantique qui permet de faire ces opérations, qui permet donc de changer les propriétés de votre système. Eh bien vous avez exactement la même chose en physique nucléaire avec les noyaux. Voilà, donc ceci, c'est en gros les trois grandes questions et les trois grandes thématiques que l'on peut voir en ce qui concerne la physique nucléaire. Maintenant, on va passer à des choses plus simples. On va décrire un petit peu les objets et puis on va décrire les outils qu'on utilise pour étudier ça. Donc tout d'abord, un petit rappel. Je m'excuse, mais là, c'est un truc basique, mais c'est juste pour vous resituer un petit peu les noyaux en termes d'ordre de grandeur. Donc tout le monde connaît la matière, bien sûr. Nous en sommes tous constitués. Les unités, vous les voyez, les longueurs, les temps, les énergies. Et puis, quand on plonge, on arrive dans différentes structures, cette espèce de structure imbriquée, dans lequel on retrouve les quarks dont je vous ai parlé au tout début, qui sont à l'heure actuelle les particules ultimes que l'on connaisse en termes de particules élémentaires. Donc vous voyez leur dimension, 10-18 mètres. Et puis le noyau, qui concerne l'objet d'étude sur lequel je me concentre aujourd'hui, qui a des caractéristiques telles que les longueurs, les dimensions de ces noyaux, c'est de l'ordre de 10-15 mètres, donc de l'ordre de quelques femtomètres, quelques fermi. Les temps caractéristiques des réactions nucléaires, c'est 10-21 secondes, donc ça fait court, 10-21 secondes. Alors les physiciens nucléaires sont toujours un peu taquins, donc ils changent les unités parce que ça les arrange pas de trimballer des 10- machin. Donc ils rebaptisent tout, vous voyez, un 10-15 mètres, ça va devenir un fermi. 10-21 secondes, ça va devenir 100 fermi sur C. Autrement dit, 10-21 secondes, c'est le temps que va mettre la lumière pour parcourir 100 fermi. Donc on parle en fermi sur C. 100 fermi sur C. Et puis en termes d'énergie, je vous en ai déjà parlé un petit peu, les énergies, 10-13 joules, typiques des phénomènes nucléaires, des échanges d'énergie entre les protons, les neutrons, etc. Et donc pareil, les physiciens préfèrent parler en électronvolts, 1,6 10-19 joules, ou plutôt en méga-électronvolts, parce que l'interaction forte est plus forte que l'interaction électromagnétique, et donc c'est les méga-électronvolts, donc 1 million d'électronvolts qui sont mis en jeu. Donc typiquement des énergies de l'ordre de quelques MeV à quelques dizaines de MeV, qui sont les énergies donc mises en jeu dans les noyaux. Et vous voyez que quand on va sur les quarks, les énergies mises en jeu sont plus grandes, on parle plutôt d'énergie de l'ordre du GeV. Pourquoi ? Alors ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Pourquoi, lorsqu'on va sonder des objets plus petits, on a des énergies plus grandes ? Eh bien, c'est parce que quand on veut aller sonder ces objets plus petits, il faut se rapprocher. Il faut que ces objets se rapprochent. Et pour se rapprocher, je vous l'ai montré, l'interaction nucléaire est très répulsive. Il faut mettre beaucoup d'énergie. Autrement dit, l'énergie doit être beaucoup plus grande. À tel point que même, quand on veut vraiment sonder l'intérieur des quarks, ce qu'on fait au CERN, au LHC, au Large Hadron Collider, on est obligé de travailler à des énergies qui sont de l'ordre du TeV, du téra-électronvolt. Donc un téra-électronvolt, c'est 1000 GeV. Donc suivant, ce que je veux vous dire là, c'est que suivant la gamme d'énergie dans laquelle on travaille, on va aller sonder des propriétés qui sont différentes. Si on veut travailler sur des propriétés atomiques, on va plutôt être dans l'ordre de l'électronvolt ou quelques dizaines d'électronvolts. Si on veut travailler dans le domaine nucléaire, c'est plutôt les MeV. Et si on veut travailler dans le domaine de ce qu'on appelle la physique des hautes énergies, des particules les plus élémentaires, c'est le GeV, voire le TeV maintenant, qu'on va utiliser. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu d'interaction fondamentale. Maintenant, justement, je vais vous parler d'interaction fondamentale. Pourquoi ces interactions sont fondamentales ? Ces interactions sont fondamentales parce que je vous ai mentionné les 4 interactions de base, que sont la gravitation, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte, l'interaction faible. Eh bien, parce que ces interactions possèdent des symétries. Et les symétries, ça c'est quelque chose que les physiciens aiment bien, que les mathématiciens aiment bien, parce que ça met de l'ordre. Ça met de l'ordre dans le chaos. Donc ça permet de comprendre les choses. Si tout était dans le chaos, on ne comprendrait pas grand-chose. Et le fait qu'on se aperçoit, ici je vous ai mis l'exemple du modèle planétaire de Kepler, dans lequel à l'époque, on imaginait que l'ensemble du système planétaire pouvait être contenu dans des solides réguliers. Et donc ça mettait en quelque sorte une symétrie dans quelque chose qui semblait être chaotique. Donc cette notion de symétrie, elle est importante en physique parce qu'elle sous-tend, entre guillemets, toutes les théories. Toutes les théories doivent être symétriques par rapport à quelque chose. Elles doivent présenter des symétries qui sont importantes. Exemple de symétrie qu'elle doit comporter, par exemple, une interaction doit être symétrique
entre la matière et l'antimatière. Autrement dit, si vous prenez de la matière, vous appliquez des lois de la physique, vous devez avoir les mêmes lois qui s'appliquent sur l'antimatière. Sinon, eh bien, ça veut dire que vous avez en quelque sorte un traitement différencié et donc quelque chose qui fait que, suivant le type de particules, vous n'avez pas les mêmes théories. Les théories sont les mêmes pour toutes les particules, qu'elles soient de matière ou d'antimatière. C'est ce qu'on appelle la supersymétrie. Et cette supersymétrie, les théories supersymétriques, sont à la base des constructions modernes que l'on a de comprendre le fonctionnement des particules élémentaires. Et puis justement, une symétrie importante, je vous ai parlé, c'est justement la symétrie entre matière et antimatière. Cette symétrie, en fait, elle est reliée plus profondément à un théorème qui vous dit que cette symétrie concerne le renversement du temps. Autrement dit, qu'une particule et une antiparticule obéissent aux mêmes lois, signifie que la particule et l'antiparticule peuvent se voir comme deux objets dont l'un avance dans le temps et l'autre recule dans le temps. Autrement dit, une antiparticule, en termes des lois de la physique, c'est la même chose qu'une particule, sauf que vous mettez dans vos équations t par moins t. Et c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre, mais donc une antiparticule, c'est quelque chose qui va, entre guillemets, rebrousser le temps. J'y reviendrai à la fin pour d'autres raisons. Et donc, ces symétries, on les étudie. Et on les étudie, par exemple, ici je vous montre une photo, ça c'est un appareil qui est mis en place au Ganil, et donc ça s'appelle le LPC Trap, donc piège à ions, qui est réalisé dans notre laboratoire, donc, qui est géré par une équipe de notre labo, et qui s'occupe justement de regarder les symétries de l'interaction. Et plus précisément, ce que l'on regarde, c'est les symétries dans la désintégration bêta. Donc la désintégration bêta, c'est la dernière interaction dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'interaction faible. L'interaction bêta, la désintégration bêta, c'est le fait que vous avez un proton qui se transforme en neutron ou un neutron qui se transforme en proton. Et donc cette interaction bêta, cette désintégration bêta, elle existe sous deux formes, bêta plus ou bêta moins. Si vous faites le bilan en termes de charge, vous voyez que si vous prenez par exemple celle du haut, vous avez un noyau donné, vous changez un proton en un neutron. Si vous changez un proton en un neutron, vous voyez que vous avez un problème de masse, de charge. Vous voyez que la charge du proton, elle est nulle part quand le neutron s'est formé. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut former une particule qui va emporter cette charge. Eh bien, ce que va créer la nature, en termes de particules, c'est un bêta+, un anti-électron, le positron, une antiparticule. Ça a été découvert en 1936. Et puis, vous avez l'autre type de radioactivité bêta, qui est le contraire, la transformation d'un neutron en un proton. Et pour les mêmes considérations, vous avez, par conservation de la charge, vous avez l'émission d'un bêta-. Donc ce bêta-, c'est un électron. Les physiciens nucléaires appellent les électrons des bêtas. Les autres, les chimistes et autres, ils appellent ça des électrons. Mais c'est la même chose. Ce sont des particules donc, qui ont une masse donnée, qui possèdent une charge électrique élémentaire, donc plus ou moins, suivant que c'est un positron et un électron. Et donc ça, c'est la désintégration bêta. Et puis, Pauli a observé que ça ne suffisait pas et qu'en fait, il fallait une troisième particule pour faire que le bilan de l'équation soit correctement établi. Et cette troisième particule, c'est ce qu'on appelle un neutrino, c'est le nu que vous voyez ici, nu-E, qui signifie un neutrino électronique. Et puis vous voyez que par en quelque sorte considération, quand vous avez un bêta+, vous avez un neutrino, et quand vous avez un bêta-, vous avez un antineutrino. C'est ça la barre que vous voyez sur le neutrino ici. Et donc suivant le type de désintégration, quand un noyau se désintègre par émission bêta+ ou bêta-, vous avez l'émission soit d'un bêta+, soit d'un bêta-, soit d'un neutrino et soit d'un antineutrino. Alors ce processus, comment on peut le comprendre ? On peut le comprendre de la manière suivante. Donc ça, c'est la manière un peu théorique de comprendre les choses. C'est un diagramme de Feynman où vous voyez en gros que le neutron, c'est à gauche. Le neutron, il est formé de deux quarks D, down, et d'un quark U. Le proton, il est formé de deux quarks U et d'un quark D. Eh bien, vous voyez que transformer un neutron en un proton, ça vient à changer un D en U. Un quark D en un quark U. Quand vous changez un quark D en un quark U, qu'est-ce qui se passe ? Vous émettez une particule intermédiaire qui est le vecteur de l'interaction faible, qu'on appelle un boson. C'est le boson W, ici ça va être un W-. Et ce W-, au bout de quelques 10-23 secondes, donc quelque chose de très très court, eh bien, il va se désintégrer en émettant le fameux bêta, bêta-, ici en l'occurrence, et l'antineutrino. Autrement dit, voilà la manière moderne dont on a de se représenter la désintégration bêta. La désintégration bêta, c'est la transformation d'un quark en un autre.
Et lors de cette transformation, vous avez l'émission d'une particule massive, qui est ce qu'on appelle le vecteur de l'interaction. Et cette particule massive va se désintégrer par la suite en donnant deux particules, donc soit β+, soit β-, et soit neutrino, soit antineutrino. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la désintégration bêta, et ça a été décrit par Fermi entre les années 30 et 40, la théorie de la désintégration bêta. Alors vous allez me dire, ça c'est connu, hein, comme je vous l'ai dit, il y a échange d'un boson vecteur. Oui, pour vous dire que ce boson vecteur, il avait été postulé, mais il n'a été découvert qu'en 1983, dans des collisions au CERN. C'est là qu'on a pu vraiment le mettre en évidence, ce boson W. C'est ce qu'on appelle les bosons lourds. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement la désintégration bêta, puisqu'on connaît bien maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est la désintégration double bêta. Qu'est-ce que c'est que la désintégration double bêta? Eh bien, c'est cette fois-là, vous avez deux désintégrations bêta en cascade. Mais vous avez deux manières de le faire. La manière simple, c'est comme celle-ci. C'est ce qu'on appelle la manière permise. Un noyau va transformer, par exemple ici, c'est de la bêta-, eh bien, deux neutrons en deux protons. Donc vous avez l'émission de deux bêta et de deux neutrinos. Tout va bien. Mais vous avez une autre voie qui est possible, que permet la théorie, qui est que vous avez la transformation sans neutrinos. Vous avez l'émission, pareil, la transformation de deux neutrons en deux protons, mais sans émission de neutrinos. Alors vous allez me dire comment c'est possible. Eh bien c'est possible si vous regardez ce diagramme de Feynman ici. C'est possible parce que d'un côté en haut vous avez la transformation d'un neutron en un proton, en bas la même chose. Vous voyez que vous avez les W- qui sont produits par chacune des réactions. Et en fait, le neutrino et l'antineutrino, comme je vous l'ai dit, comme il y en a un qui remonte le temps et l'autre qui va dans le temps, eh bien c'est la même particule. On peut considérer que c'est la même particule, et vous avez un couplage entre ces deux bosons qui fait qu'à la fin, eh ben, il n'y a plus de neutrinos. Il n'y a plus que les électrons qui sont émis. Entre guillemets, donc c'est comme si le neutrino et l'antineutrino s'annihilaient. Donc ça, c'est une voie qui est possible, qui est très rare, mais qui doit être possible. Et donc l'un des sujets de recherche au laboratoire, eh bien, c'est justement d'essayer de montrer que cette voie est possible. Alors ceci n'est possible que si, d'un point de vue de considération de physique, que si le neutrino possède une masse. Mais on sait qu'il possède une masse maintenant. En gros, depuis les années 2000, on a découvert, c'était la grande question qu'on se posait jusque dans les années 2000, c'était de savoir est-ce que le neutrino c'est comme le photon, une particule sans masse, ou est-ce qu'il a une masse. Les choses ont été résolues. On a découvert que le neutrino avait une masse parce qu'il oscillait. Et donc ce neutrino a une masse, cette masse est très faible, de l'ordre de 0,3 électronvolts. C'est quelque chose de très très faible, mais le neutrino possède une masse. Et donc le fait qu'il possède une masse, eh bien, la théorie lui permet à ce moment-là de pouvoir être échangé avec son antineutrino et d'être ce qu'on appelle un neutrino de type Majorana, qui est un physicien célèbre, qui était un élève de Fermi, qui a eu d'ailleurs un destin tragique parce qu'il a disparu. À un moment, il a pris le bateau et on ne l'a jamais revu. Donc ça, c'est dans les années 40. Et donc Majorana était un physicien très, très, très pointu, très brillant, donc qui a disparu très jeune. Il avait à peine 35 ans quand il a disparu. Mais il a eu le temps quand même d'établir une théorie qui était en quelque sorte la poursuite de ce que Fermi avait fait dans les années 30. Et donc, tout ça pour vous dire que maintenant, on est toujours à la recherche de Majorana, justement, pas seulement en termes de personnes, mais aussi en termes de sa théorie. Donc, de voir si le neutrino obéit bien aux principes que Majorana avait définis. Voilà, donc tout ça pour vous dire que vous voyez que même si la désintégration bêta, on la connaît, la double bêta, on la connaît moins. Et donc, c'est un des sujets de recherche que l'on peut mener ici à Caen. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du noyau de l'atome et en quoi, finalement, dans le noyau, quels sont les points d'intérêt et quels sont les outils qu'on va utiliser pour étudier ce noyau. Donc d'abord, quelques petits rappels, je vous l'ai dit un peu en préambule. Vous avez la matière qui est constituée d'atomes. L'atome à l'intérieur, vous avez des électrons et le noyau. Je ne vais pas vous refaire le speech parce que je pense que vous le connaissez. Vous savez qu'effectivement, la vision classique des électrons autour du noyau, c'est ça. La vision quantique, ça va être des probabilités de présence. Donc vous avez des fonctions d'onde et des orbitales qui définissent les probabilités de présence de ces électrons à l'intérieur du noyau, suivant leur couche, suivant leur état d'excitation. Ils vont être présents soit de manière uniforme dans le noyau, autour du noyau, soit sur des lobes, sur des directions privilégiées qui vont correspondre au niveau d'excitation, au schéma d'excitation auquel ils sont soumis. Donc je vous ai dit que pour les protons et les neutrons, c'est exactement la même chose. On a exactement les mêmes choses, donc des orbitales aussi qui définissent les probabilités de présence des protons et des neutrons dans le noyau. Alors la chose intéressante à savoir, c'est que donc, le noyau, c'est quelque chose de très petit.
c'est quelque chose de très petit. Et le noyau, pourquoi on s'y intéresse? C'est parce que c'est un objet qui est très massif. Si vous faites le bilan de la masse qu'il y a dans la matière, vous apercevez que 99,995% de la masse est contenue dans le noyau. Autrement dit, les électrons, ils sont très légers. Vous voyez, le rapport entre la masse d'un électron et la masse d'un nucléon, d'un proton ou d'un neutron, c'est 1 sur 1836. Ça veut dire en gros que l'électron est 2000 fois plus léger qu'un proton ou qu'un neutron. Et ceci fait que eh bien, l'essentiel de la masse de la matière est contenu dans les noyaux. C'est-à-dire que si on enlevait à la matière tous les électrons, ce qui n'est pas possible évidemment, eh bien, on aurait un bilan en masse qui changerait très peu. Mais n'empêche que ces électrons sont importants, parce que s'il y a de la lumière, c'est parce que les électrons sont là. Donc les dimensions du noyau, je vous ai dit, elles sont très petites. Il est très massif, donc en termes de densité et de masse volumique, c'est énorme. Vous voyez que la masse volumique du noyau, c'est 10 puissance 14 grammes par centimètre cube. Je vous rappelle que la densité de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre. La masse volumique de l'eau, pardon, c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc là, on est à 10 puissance 14 grammes par centimètre cube, soit 100 millions de tonnes par centimètre cube. Ceci fait que, eh bien, par exemple, si on imagine la Terre, eh bien, et qu'elle avait la même densité que celle que je vous mets ici, 10 puissance 14 grammes par centimètre cube, la Terre tiendrait dans une orange. Donc c'est assez petit. Et d'ailleurs, tellement qu'elle tient dans une orange, oui, c'est pas une orange d'ailleurs, 200 mètres, oui, non, c'est une grosse orange alors. Hein. Vous voyez, un pamplemousse, mais costaud. Pour le Soleil, c'est plus intéressant parce que pour le Soleil, ça veut dire que si le Soleil avait la dimension d'un noyau, avait plutôt la densité d'un noyau, eh bien le Soleil aurait son rayon qui serait de l'ordre d'une douzaine de kilomètres. Et ça, c'est pas complètement stupide parce que c'est exactement ce que l'on observe dans les étoiles à neutrons. Dans des étoiles à neutrons, qui sont en quelque sorte la résultante de fin de vie d'une étoile, lorsqu'elle s'est complètement comprimée, quand elle a évacué justement tous ses électrons, tous ses atomes, et donc que la matière s'est tellement comprimée que les neutrons sont en contact les uns avec les autres, donc vous êtes pratiquement avec quelque chose qui est un gigantesque noyau, et bien avec l'ensemble de la masse d'une étoile, et bien les rayons typiques des étoiles à neutrons, c'est de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres. Et donc ça voudrait dire que par exemple, si on prend notre Soleil, vous prenez ici la carte de Paris, eh bien en fait notre Soleil, s'il avait la dimension d'une étoile à neutrons, eh bien il serait compris dans le périphérique intérieur. Ici, vous auriez un rayon de l'ordre d'une douzaine de kilomètres. Voilà. Et ça, c'est une image, une vue d'artiste de ce que pourrait être une étoile à neutrons. Hein, vous voyez que les grandes lignes ici, c'est des lignes de champ qui correspondent au fait que quand vous avez une étoile à neutrons, vous avez de la matière très fortement comprimés à l'intérieur. Vous avez donc des charges électriques qui sont contenues à l'intérieur des neutrons qui sont vraiment en configuration très compacte, et ceci vous donne des champs magnétiques qui sont absolument considérables et qui font que la plupart de ces étoiles à neutrons émettent, vous voyez, vous avez deux cônes d'émission, émettent de la lumière qui correspondent justement à ces champs magnétiques très intenses, mais qui est très localisé suivant l'axe que vous voyez qui est incliné ici sur cette représentation, et ça donne naissance à ce qu'on appelle des pulsars. Et les pulsars, ce sont justement des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement. Imaginez qu'une étoile à neutrons, ça tourne en gros, ça fait le tour, ça fait de l'ordre de quelques dizaines de milliers de tours par seconde. Donc ça va vite. Hein. Eh bien, ça veut dire que quand on observe ce genre d'objet, qu'est-ce qu'on observe? On observe des ondes qui arrivent avec des impulsions qui sont directement données par la vitesse de rotation de ce pulsar. Et ça, c'est des objets qu'on observe depuis les années 70. Au début, on se posait la question de savoir ce que c'était. Depuis, on a compris que c'était sans doute, effectivement, des étoiles à neutrons qui existent et qui sont partout dans l'univers, et donc dans notre galaxie, bien sûr. Ok, donc le noyau. Pour venir au noyau, donc je vous ai dit, la densité est très élevée. Et puis le noyau, vous le savez, c'est formé de protons et de neutrons. Donc voilà, vous avez leurs caractéristiques, leur masse. Alors, vous voyez que la masse du proton et du neutron n'est pas tout à fait la même. Hein, si vous regardez bien, alors c'est en unité de masse atomique. Mais vous voyez qu'il y a une légère différence. Le neutron est légèrement plus lourd que le proton. Alors ceci a une conséquence, notamment en ce qui concerne la désintégration bêta, comme je vous l'ai montré, quand vous avez la transformation d'un proton en un neutron ou d'un neutron en un proton. Du coup, vous n'avez pas la même quantité d'énergie qui est dégagée. Et puis, vous le savez, un noyau est caractérisé par son nombre de protons et son nombre de neutrons. Un élément chimique est caractérisé par son nombre de protons, donc le numéro atomique. Et puis, un noyau est caractérisé par son nombre de protons et son nombre de neutrons. Et ceci nous conduit... oui, alors là, je vous rappelle les unités. Une unité de masse atomique, c'est 1,66 10-24 kg, enfin 10-27 kg, pardon, ou en MeV,
puisque comme je vous l'ai dit, on aime bien travailler en MeV, et comme E égale MC2, c'est des masses, c'est en MeV sur C2, ça fait 931, en gros, 1000 MeV, 1 GeV sur C carré. En gros, c'est la masse d'un proton ou d'un neutron. Et donc, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que justement, qu'est-ce qui donne la caractéristique du fait que les noyaux sont liés? Eh bien, ce qui donne cette caractéristique, c'est le fait que, quand vous faites le bilan des masses, vous apercevez que la masse d'un noyau, qui est mise à gauche ici, eh bien, elle est plus petite que la somme des masses de ses constituants. Qu'est-ce qui est responsable de cette petitesse, du fait que vous avez cette différence? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie qui est mise en commun par l'interaction, c'est les pions qui s'échangent. Donc c'est les particules de champ qui sont échangées entre les protons et les neutrons. Les protons et les neutrons prennent sur leur masse, entre guillemets, pour échanger de l'énergie. Et ceci fait que la masse d'un proton ou d'un neutron dans le noyau est plus petite que la masse qu'il a à l'extérieur. Pour vous donner un ordre d'idée, la masse qu'a un proton et un neutron à l'intérieur du noyau, c'est une unité de masse atomique. Donc 1. Or, à l'extérieur, c'est un peu plus, vous voyez. C'est 1,007 ou 1,008. Quelle est la différence? Ce 0,7% ou ce 0,8%, où est-ce qu'il va? C'est justement l'énergie de liaison. C'est l'énergie de liaison du système, du noyau. C'est le ticket d'entrée que doivent mettre les protons et les neutrons pour se lier ensemble et pour former le noyau. Alors, je vous ai mis un petit calcul ici. Si vous prenez un noyau d'oxygène 16, je vous en ai parlé, 8 protons et 8 neutrons. La masse d'un proton et d'un neutron en MeV sur C carré, c'est 938,3, c'est pour le proton, 939,5, c'est pour le neutron. Vous faites les petits calculs, vous apercevez que vous trouvez un peu plus de 15 GeV, alors que si vous mesurez expérimentalement la masse d'un noyau d'oxygène 16, vous aurez 14 900, un peu moins de 15 GeV. Et donc la différence, c'est 120 MeV. C'est 120 MeV, si on l'exprime en MeV par nucléon, par nombre de constituants, vous divisez par 16, ça vous fait une énergie de liaison de l'ordre de 7,5 MeV par nucléon. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque nucléon, en moyenne, a donné 7,5 MeV de sa masse, de ses 938 ou 939, pour former le noyau. Mais ça veut dire que cette masse, vous allez la récupérer si jamais vous cassez le noyau. C'est ce qu'on fait dans les réactions nucléaires. Donc, voilà. Voilà, donc la petite image, c'est la balance. Vous voyez ici, ça c'est un peu naïf, mais voilà. Pour vous dire qu'un système lié est entre guillemets plus léger qu'un système qui n'est pas lié. Alors, ça doit passer normalement après. C'est là que ça plante. Il ne faut pas s'énerver. Voilà. Voilà. Donc le noyau, la manière dont on a de se le représenter, c'est la chose suivante. Ici, vous avez la courbe à gauche qui vous indique la variation de l'énergie de liaison en fonction de la taille du noyau, c'est-à-dire du nombre de protons et de neutrons. Le nombre de masse A, c'est le nombre de protons et de neutrons. Vous voyez qu'on démarre de valeurs très faibles, qui sont proches de 0. Si vous prenez par exemple le noyau le plus petit, c'est le noyau d'hydrogène, il n'y a pas d'énergie de liaison parce que le proton, il est tout seul. Donc voilà. Par contre, si vous prenez le noyau le plus lourd, je vous ai parlé, c'est le noyau d'uranium 238, on est de l'autre côté, il y a une énergie de liaison forcément parce qu'il existe. Parce que s'il n'y avait pas d'énergie de liaison, il n'existerait pas. Et donc, vous voyez que cette courbe, elle passe par un maximum. Ce maximum, il est aux alentours du fer. Si vous regardez, le nombre de masses auquel ça correspond, c'est un nombre de masses entre 50 et 60. Et si vous regardez de quels éléments il s'agit, quels éléments sont présents en termes de masse dans cette région-là, eh bien, c'est le fer, en fait. Donc le fer, c'est en quelque sorte le noyau qui est le plus stable de l'univers. Ça veut dire que quand vous avez formé du fer, vous ne pouvez plus rien former d'autre. La nature fait que si vous voulez former un autre noyau que du fer, vous êtes obligé d'apporter de l'énergie. Vous ne pouvez pas en gagner. Et donc ceci vous permet de comprendre la chose suivante, c'est le fait que si vous faites une réaction de fusion, vous voyez, c'est-à-dire qu'on vient de la gauche, c'est-à-dire qu'on met deux noyaux légers ensemble, vous voyez qu'on gagne en énergie de liaison. Voilà. Et moi je vais réussir à tout péter. Donc voilà, donc on gagne, vous voyez, si on prend deux noyaux légers, par exemple, imaginez, vous prenez deux noyaux d'oxygène, vous voyez que je somme les deux, je vais monter en énergie de liaison. Et ça, la nature adore. La nature adore stabiliser les systèmes. Donc plus on va vers des noyaux stables, meilleur c'est. Et donc vous voyez que ceci fait que pour des noyaux légers, en dessous du fer, on va avoir tendance à privilégier des réactions de fusion. Et c'est ces réactions de fusion qui vont être permises. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, vous gagnez de l'énergie de liaison. De l'autre côté du fer, c'est le phénomène inverse. Deux noyaux vont avoir tendance plutôt à se casser en deux pour gagner en énergie de liaison. Vous prenez du plomb, vous faites de la fission du plomb, vous le cassez en deux,
vous allez vous retrouver à peu près autour du xénon, eh bien, vous voyez que là, vous gagnez moins, mais vous gagnez aussi. Et ça, c'est ce qu'on appelle les réactions de fission. Autrement dit, vous voyez un petit peu les deux phénomènes qui existent dans la nature et qui sont concurrents. La fusion des éléments légers en dessous du fer et la fission des éléments lourds au-delà du fer. Et ceci a une conséquence, puisque c'est grâce à ça que le Soleil existe, et c'est grâce à ça que l'on produit l'électricité, enfin 80 et quelques pourcents, 82% selon ma dernière facture EDF. 82% de notre électricité est produite et d'origine nucléaire. Alors, ce n'est pas de la fusion, c'est de la fission, c'est la fission de l'uranium, donc un gros noyau que l'on casse en deux. Et en fait, la quantité d'énergie qu'on récupère, c'est la différence d'énergie que vous avez entre le départ et l'arrivée. C'est pas beaucoup, c'est quelques MeV. Mais multiplié par le nombre de noyaux que vous avez dans un réacteur nucléaire, ça fait des quantités colossales à la fin. Et pareil, de l'autre côté, ce qui se passe dans le Soleil, vous avez des noyaux les plus légers, les noyaux d'hydrogène, qui vont fusionner en deux pour donner un noyau d'hélium. Et là, vous voyez qu'en plus, la pente, elle est très pentue, c'est le cas de le dire. Vous voyez qu'ici, le gain d'énergie est beaucoup plus fort. Autrement dit, la fusion, c'est une réaction qui est beaucoup plus favorable énergétiquement que la fission. Le seul problème de la fusion, c'est qu'il faut la faire. Et pour faire de la fusion, il faut que les noyaux arrivent à se rapprocher. Pour que les noyaux arrivent à se rapprocher, il faut qu'ils arrivent à vaincre, justement, à passer la barrière des électrons, à vaincre ce qu'on appelle la répulsion coulombienne. Et ceci fait qu'on ne peut le faire que quand les températures à l'intérieur du système sont de l'ordre de plusieurs millions de degrés. Donc c'est fait naturellement dans le Soleil. C'est ce qu'on cherche à faire en France. Vous avez peut-être entendu parler du projet ITER ou d'autres projets de centrales à fusion. Pour l'instant, ce ne sont que des procédés dans lesquels on arrive pendant quelques millisecondes à initier des réactions de fusion, mais en tout cas, on donne beaucoup plus d'énergie que ce qu'on en récupère. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore viable. Mais une des idées que l'on a pour produire de l'énergie entre guillemets qui serait plus propre que l'énergie de la fission, ça serait justement de réaliser des réactions de fusion telles que celles qui existent dans le Soleil. Le seul petit souci, c'est ça, c'est qu'il faut atteindre une température de l'ordre de 2 millions de degrés pour commencer à initier ces réactions de fusion thermonucléaire. Donc on arrive à le faire, mais pendant des temps très très courts, quelques microsecondes jusqu'à quelques millisecondes. Avec ITER, on cherche à le faire pendant plusieurs secondes, et ça devient très très compliqué. Et donc c'est un projet, moi je sais qu'ITER, on en parlait déjà quand j'ai commencé ma thèse, donc c'était il y a plus de 20 ans maintenant, et vous voyez que c'est toujours pas abouti, et je pense que je partirai en retraite, ça sera toujours pas abouti. Mais c'est un sujet de recherche, parce que si on arrive à maîtriser cette production d'énergie, c'est un truc absolument colossal, parce que vous produisez une quantité d'énergie qui est pratiquement inépuisable, puisque vous vous basez sur l'hydrogène, qui est l'élément le plus abondant de l'univers. Alors que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nous on utilise l'uranium, qui est un des éléments les moins abondants de l'univers. Et il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, sur Terre, il n'est pas forcément dans des zones qui sont facilement accessibles. Et donc ceci fait que l'uranium, la fission de l'uranium, c'est certainement pas, à long terme, une source de production d'énergie qui pourrait être pérenne. Si on veut vraiment avoir une source de production d'énergie pérenne, il faudrait utiliser la fusion. Donc voilà. Alors, continuons maintenant. Je vous ai parlé de la fission, oui, pour vous donner un peu les ordres d'idées. Quand on transforme 1 gramme d'uranium 235, on fait de la fission sur 1 gramme d'uranium 235. Je vous rappelle que dans un réacteur nucléaire, un chargement, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de kilos. Eh bien, c'est l'équivalent d'une tonne de la combustion, en termes d'énergie dégagée, ou de chaleur dégagée, si vous préférez, d'une tonne de pétrole. Donc c'est des quantités qui sont absolument astronomiques. Et ceci vient du fait que c'est la différence entre les électronvolts des électrons et les méga-électronvolts, les millions d'électronvolts qui sont en jeu dans les noyaux. Donc la différence d'énergie provient du fait que, quand vous faites de la combustion, vous échangez des électrons, vous avez des échanges d'énergie de l'ordre de l'électronvolt, alors que quand vous faites des réactions nucléaires, vous avez des échanges d'énergie de l'ordre de plusieurs MeV, voire plusieurs dizaines de MeV, 200 MeV en l'occurrence pour la réaction de fission de l'uranium 235, et c'est ça qui vous donne la différence d'échelle de production d'énergie, en quelque sorte. Mais vous voyez que cette échelle de production d'énergie, c'est très très peu. C'est en gros, ce que je vous disais tout de suite, c'est à peu près 1% de l'ensemble de l'énergie qui est contenue. Si on était capable, la réaction ultime, ça serait d'annihiler complètement la matière, c'est-à-dire la transformer intégralement sa masse en énergie, par la fameuse relation E égale MC2. Et si on était capable de faire ça, c'est 100% qu'on récupérait d'énergie, mais avec la destruction de la masse. Là, on récupère en gros, comme je vous l'ai dit, avec les réactions de physique nucléaire, on récupère de l'ordre de 1% au maximum. Donc on est loin encore d'avoir exploité l'ensemble de l'énergie qui est disponible. Donc voilà, donc ceci m'emmène
la carte des noyaux. Voilà, faut que j'active parce que sinon on va pas avoir le temps de finir. Je suis censé vous présenter Spirale 2 quand même. Donc les noyaux à la carte, ben voilà, voyez, je vous ai dit que les noyaux ils sont caractérisés par leur nombre de protons et leur nombre de neutrons. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on plotte, comme on dit, le nombre de protons en fonction du nombre de neutrons. Donc Z, vous voyez, sur l'axe vertical, N, nombre de neutrons sur l'axe horizontal. Chaque case correspond donc à un noyau. Quelque chose d'important à savoir, c'est que si vous comptez le nombre de cases, ici, vous en avez quand même pas mal. Vous en avez de l'ordre de 3500. Autrement dit, il existe 3500 noyaux différents. Ça, c'est quelque chose de différent par rapport à ce que vous connaissez avec la classification périodique, où vous avez vu que le nombre d'éléments chimiques purs que vous avez dans la nature, c'est de l'ordre d'une grosse centaine. À l'heure actuelle, on en a découvert le 118, donc en gros, c'est 118. En physique nucléaire, vous voyez, le fait qu'il y a des protons et des neutrons, ça donne un jeu plus compliqué. Et bien, ça fait que deux nombres de noyaux avec des propriétés différentes. Vous voyez, les cases de couleur correspondent à la radioactivité et à la stabilité, entre guillemets, des noyaux. Et bien, vous voyez que ces noyaux ont des caractéristiques qui sont complètement différentes et il y en a plus de 3500. Et c'est pas tout. On imagine qu'il en existerait plus de 10 000 dans la nature. Autrement dit, ces noyaux, on ne les voit pas, mais c'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Il faut les produire pour les observer. Et l'un des buts de Spirale 2, j'y viendrai à la fin, c'est justement de produire ces noyaux qu'on appelle exotiques, au sens qu'ils n'existent pas à l'état naturel sur Terre, et pour étudier leurs propriétés et pour en apprendre un peu plus sur la manière dont l'interaction forte permet à la matière d'exister, les noyaux, les protons et les neutrons d'être liés. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Dans l'autre sens, nombre de neutrons, nombre de protons, voilà. Vous avez la ligne n égale z ici, qui correspond donc à la ligne d'un nombre de neutrons égal au nombre de protons. Vous voyez que pour les noyaux légers, ça s'aligne sur la partie noire. La partie noire, c'est les noyaux stables, j'ai oublié de vous le dire. Les cases noires, c'est les noyaux stables. Autrement dit, ce sont les noyaux qui existent à l'état naturel sur Terre, qui, lorsqu'ils sont produits, restent tels qu'ils sont, sauf si on fait des réactions nucléaires avec eux. Mais si a priori vous regardez un morceau de charbon, il ne va pas se transformer devant vos yeux. Donc un noyau de carbone 12 ne va pas se transformer. Il fait partie de ces cases noires. Et donc vous voyez que pour les noyaux légers, tous les noyaux sont alignés, en gros jusqu'à Z et N égale 20, c'est-à-dire en gros jusqu'au calcium 40. Donc 20 protons, 20 neutrons. Donc dans toute cette partie ici que vous voyez en bas, attendez, voilà, en gros jusqu'à là, vous voyez, ça c'est 20. Tous les noyaux qui sont en dessous de cette zone-là correspondent à des noyaux dans lesquels vous voyez que les plus stables correspondent effectivement à un nombre de neutrons égal au nombre de protons. Autrement dit, la nature ne privilégie pas les neutrons et les protons, va faire qu'en moyenne, vous avez autant de neutrons que de protons pour faire des noyaux stables. Et puis vous voyez que quand on monte en masse, quand on prend des nombres de protons et de neutrons plus élevés, et vous voyez qu'on commence à s'écarter de cette ligne et qu'on s'incurve de manière beaucoup très, très importante. Et ici, cette propriété, c'est lié au fait que quand vous mettez trop de protons ensemble, il y a la force coulombienne, il y a la répulsion électrostatique entre ces protons qui va commencer à jouer, qui va se superposer à l'interaction forte qui cherche à les lier, et qui va devenir tellement puissante qu'elle va empêcher, entre guillemets, trop de protons d'être ensemble. Alors qu'est-ce que fait la nature pour contrecarrer ceci? C'est qu'elle rajoute des neutrons. Comme les neutrons étant neutres, ils servent de colle, entre guillemets, pour séparer suffisamment les protons et faire que l'interaction électromagnétique soit suffisamment faible pour que le noyau puisse exister. Ceci vous explique pourquoi les noyaux lourds, ce sont toujours des noyaux qu'on appelle riches en neutrons, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre de neutrons plus élevé que le nombre de protons. Exemple, prenons un noyau qui est dans cette zone-là, je vous ai parlé de l'oxygène 16, exactement 8 protons, 8 neutrons. Je vous ai parlé du calcium 40 qui est un élément stable. Le calcium qui existe dans la nature, c'est le plus abondant, c'est le calcium 40, donc 20 protons, 20 neutrons. Par contre, si vous prenez des noyaux plus lourds, prenons l'uranium 238. L'uranium 238, c'est 92 protons, 146 neutrons. Il y a à peu près 50% de plus de neutrons que de protons. Et ceci est lié au fait que si on veut mettre 92 protons ensemble, il faut rajouter beaucoup de neutrons. Et donc ceci vous explique, en gros, l'uranium, vous voyez, 92, c'est le dernier élément ici qui se situe à la limite de stabilité. C'est entre guillemets, c'est le dernier élément stable qu'il existe, et c'est pour ça qu'on l'observe à l'état naturel sur Terre. Donc la vallée de stabilité, c'est la zone en noir qui est au centre, donc ce sont tous les noyaux stables dont je vous ai parlé. Donc si vous comptez ce nombre de cases ici, c'est à peu près 350. Vous avez 3500 noyaux en tout, et vous n'en avez que 350 qui sont stables. Autrement dit, c'est l'iceberg. En gros, la matière dont nous sommes constitués, qui est principalement des noyaux stables, c'est 10% de l'ensemble des noyaux qui existent dans l'univers, que l'on peut étudier dans l'univers.
Sachant que, comme je vous l'ai dit, ces 10%, c'est sans doute encore moins, parce que je vous ai dit qu'il y aurait peut-être même jusqu'à 10 000 noyaux qui existent dans l'univers. Autrement dit, on ne voit que la surface émergée des choses. On ne voit qu'un certain type de matière, on ne voit pas toute la matière. Donc là, les différents éléments, l'uranium, je vous en ai parlé, le xénon, qui est un élément intermédiaire, c'est un fragment de fission de l'uranium, donc il est à peu près à mi-chemin entre l'uranium. Et puis des noyaux qui sont assez particuliers. Je n'ai pas le temps de tout commenter, mais juste vous parler des noyaux exotiques, parce que j'y viendrai dans la dernière partie. Les noyaux exotiques, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des noyaux qui sont justement, comme je vous l'ai dit, étrangers à la Terre, qui n'existent pas à l'état naturel sur Terre, que l'on peut produire en laboratoire, dans des accélérateurs, que l'on peut produire dans des réacteurs, mais qui ont donc des durées de vie suffisamment courtes pour qu'au bout d'un moment, ils disparaissent. Et vous voyez, les cases de couleur, ici, ça correspond justement à la durée de vie. Vous voyez que les zones en jaune, les cases en jaune, correspondent à des durées de vie inférieures à la milliseconde. Autrement dit, ça veut dire que si vous êtes capable de créer ces noyaux, en moins d'une milliseconde en moyenne, vous en perdez la moitié. Donc ça va très vite pour tous les perdre si vous les avez fabriqués. Donc l'un des buts de ce que l'on fait, c'est justement d'essayer d'étudier ces noyaux. Mais pour étudier ces noyaux, il faut être rapide et il faut être malin, parce que vous voyez que dès qu'on les produit, ils se désintègrent très très vite. Et c'est ce que l'on appelle les noyaux exotiques, ou noyaux radioactifs, ça serait le mot plus juste, parce que ce sont des noyaux qui sont radioactifs, mais radioactifs, ça fait un peu peur. Donc on préfère parler de noyaux exotiques, ça fait... On voit les palmiers derrière, c'est plus joli. Mais c'est exactement la même chose. Les noyaux exotiques, ce sont vraiment ces noyaux que l'on cherche à créer ici. Ah oui, dernière chose que je voulais vous montrer sur ce truc, sur cette carte des noyaux, cette carte des noyaux. C'est les super lourds, vous voyez, tout au bout ici. Vous avez un îlot qui semble un petit peu tout seul. Et puis, on imagine qu'il pourrait exister un pont qui permettrait de construire des noyaux encore plus lourds que ceux que dessine cette carte, qui sont en gros tous les noyaux que l'on connaît. C'est ce qu'on appelle la quête des super lourds. Et donc ça, c'est aussi un enjeu qui est assez important. Et dans différents laboratoires dans le monde, y compris au Ganil, on cherche justement, par des réactions de fusion de noyaux plus légers, essayer d'aller dans cette zone de noyaux super lourds, qui seraient normalement des noyaux qui pourraient exister, mais donc qu'on n'a jamais observé sur Terre, et donc évidemment avec des propriétés dont on peut imaginer qu'elles sont différentes de celles des noyaux que l'on connaît déjà. Et donc pourquoi pas, si on est capable de les synthétiser en nombre important, de créer de la matière qui n'existe pas, avec des propriétés de cette matière qui seraient complètement différentes. Donc ça aussi, c'est un des enjeux que l'on a. Alors, je vous ai parlé de noyaux, je vais vous parler rapidement de la nucléosynthèse, parce que ceci nous conduit justement à répertorier l'ensemble de la matière qu'il existe dans l'univers. Donc ici, vous avez un diagramme qui vous donne, c'est ce qu'on appelle le diagramme d'abondance de la matière dans l'univers. Donc vous voyez, ça fait des sortes de zigzags, mais si vous avez de bons yeux, vous voyez que le premier point en haut à gauche, c'est H, c'est hydrogène. Le dernier point qui est en bas à droite, c'est U, c'est uranium. Donc on retrouve tous les éléments en gros qui existent de manière naturelle dans l'univers. Et puis vous voyez qu'on observe quelque chose d'assez étonnant. Déjà, premièrement, on observe ces zigzags. Ces zigzags, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les fameux effets d'appariement dont je vous ai parlé, les effets pair-impair. Le fait que les noyaux, ils préfèrent être par paire, un peu comme les humains d'ailleurs, ils préfèrent être par paire plutôt que d'être tout seuls. Eh bien, ceci leur donne un surcroît de stabilité et fait qu'ils sont produits de manière plus importante. Et ceci, cet effet d'appariement, vous le voyez ici, dans l'abondance des noyaux dans l'univers. Et puis, deuxième chose que vous voyez ici, c'est un pic, le fameux pic du fer. Oui, je vous ai dit que le fer, c'était l'élément le plus stable de l'univers. Autrement dit, quand dans un processus nucléaire, vous formez du fer, vous avez beaucoup de mal à former autre chose que du fer parce que c'est l'élément le plus stable. Donc autrement dit, une fois que vous l'avez formé, vous avez toutes les chances qu'il reste. Et donc ceci vous explique pourquoi il est plus abondant que ses petits camarades autour de lui. Faites attention, ici c'est un diagramme logarithmique, ça veut dire qu'une unité c'est un facteur 10. Donc le fer, vous voyez, il est 100 fois plus abondant que son petit copain à côté. Autrement dit, donc le fait que le fer existe, il faut le faire. Il faut effectivement que, pour l'expliquer, comprendre que effectivement, ça correspond à la stabilité la plus grande ici. Quelque chose d'intéressant, pour terminer là-dessus, c'est qu'on sait qu'au départ, lors du Big Bang, ce que l'on a créé, c'est les particules les plus élémentaires, et le noyau le plus petit qu'on a pu créer, c'est l'hydrogène, ce qu'on appelle l'hydrogène primordial, le Big Bang. Et puis, on sait que tous les éléments, jusqu'au fer, sont formés dans les étoiles, comme notre Soleil. Notre Soleil, pour l'instant,
il a une proportion d'à peu près 85% d'hydrogène et de 15% d'hélium. Il en a déjà transformé un petit peu de cet hydrogène en hélium, mais il lui en reste suffisamment, il en reste sous le coude, comme on dit, pour pouvoir briller en gros pendant, on imagine, 5 milliards d'années. Donc je vous rassure, hein, ça ne va pas arriver maintenant. Mais donc, dans 5 milliards d'années, il aura normalement épuisé tout son hydrogène, et à ce moment-là, il commencera à brûler de l'hélium. Alors quand il va brûler de l'hélium, qu'est-ce qui va se passer? Comme l'hélium, c'est un noyau plus lourd, il va falloir plus de température pour faire fusionner les noyaux d'hélium. Autrement dit, le Soleil va se contracter, et en se contractant, vous allez avoir des réactions très violentes qui vont faire évacuer une partie de la surface. Le Soleil va devenir paradoxalement ce qu'on appelle une géante rouge. Et lors de cette phase explosive, la Terre a toutes les chances, et planètes intérieures, d'être balayée par ce cataclysme. Mais ça sera dans 5 milliards d'années, donc d'ici là, je pense que nous aurons disparu. Nous, je ne parle pas de nous, mais je parle de l'espèce humaine, sans doute. Et donc, vous voyez, progressivement, on va brûler des éléments de plus en plus lourds jusqu'à ce qu'on arrive au fer. Et quand on arrive au fer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne peut plus rien faire, justement, parce qu'après, il faut pomper de l'énergie pour produire des éléments plus lourds. Et donc ceci va faire que progressivement, le Soleil, quand il va essayer de produire ces éléments, il va prendre dans son énergie et donc il va se refroidir. Et donc vous allez en quelque sorte arrêter les réactions thermonucléaires et au bout d'un moment, le Soleil, notre Soleil, va se transformer dans ce qu'on appelle une naine blanche. Donc son diamètre va se mettre à diminuer, il va perdre une grosse partie de sa luminosité. En gros, il va avoir 10% de la luminosité actuelle et puis il va mourir de sa petite mort. Ça, c'est pour notre Soleil. Si l'étoile est plus massive, des étoiles qui font 10 masses solaires, vous pouvez arriver à la phase de supernova qui va conduire à l'explosion totale du système. Mais là, il faut des étoiles qui soient beaucoup plus grosses. Et notre Soleil n'est pas dans cette catégorie. Notre Soleil est une étoile moyenne qui passera par une étape explosive géante rouge, mais qui ensuite redeviendra une naine blanche. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la synthèse stellaire ou nucléosynthèse. Et puis dernière chose, les processus extrastellaires qui sont responsables de tout ce qui forme les éléments plus lourds que le fer, eh bien c'est justement les explosions de supernova. Il n'y a que dans ces réactions très violentes d'explosion finale de l'étoile que vous avez suffisamment d'énergie pour pouvoir former ces éléments plus lourds. Autrement dit, tout l'uranium qui est contenu sur Terre provient de ces explosions de supernova qui ont eu lieu dans un temps passé, qui ont été récupérées, collectées par la Terre et qui ont fait partie de son matériau. Voilà. Donc je termine avec le Ganil. Donc qu'est-ce que vient faire le Ganil là-dedans? Le Ganil, comme je vous l'ai dit, vous avez à peu près compris l'histoire, c'est que l'on cherche à produire des noyaux qui n'existent pas à l'état naturel sur Terre. Donc le Ganil, c'est quoi? Vous avez l'image ici. Alors ça, c'est une vieille image, vous voyez, parce qu'il n'y avait même pas le tram encore, si vous remarquez le rond-point. Ça devait encore s'appeler Continent à l'époque, même pas Carrefour, voire même Mammouth avant. Donc ça, c'est une image du Ganil. Il n'y avait pas les clôtures d'ailleurs qui entourent le Ganil, donc vous voyez, c'était avant les années 80. Moi, je suis arrivé, j'ai commencé ma thèse en 90, et c'était au moment où ils installaient les barrières, justement. Donc c'est une photo qui doit dater des années 80. Et donc le Ganil, c'est quoi? C'est les bâtiments que vous voyez ici en bas. Donc vous avez les bâtiments accélérateurs et les bâtiments des aires expérimentales. Si on fait un zoom à l'intérieur, voilà ce qu'il y a à l'intérieur du Ganil. Voilà. Vous avez en fait deux trucs en haut qui s'appellent CSS1 et CSS2, c'est ce qu'on appelle des cyclotrons. Cyclotrons, un secteur séparé. Ça fait un peu comme des camemberts dans lesquels on aurait coupé des portions. Vous voyez, ces deux cyclotrons ici, là et là. Ce sont ces appareils qui permettent d'accélérer les noyaux qui sont produits par une source. Les sources, c'est ce qui se trouve ici, C01 et C02. Une source, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un four dans lequel vous faites chauffer de la matière. Cette matière, vous la chauffez, vous la ionisez. Et une fois que vous l'avez ionisée, vous pouvez l'accélérer, la séparer et à ce moment-là, l'envoyer dans les différents cyclotrons de manière à l'accélérer. En gros, dans le premier cyclotron, vous accélérez à 10% de la vitesse de la lumière. Dans le deuxième cyclotron, si vous faites une injection supplémentaire, vous pouvez aller jusqu'à 30 à 40% de la vitesse de la lumière, qui est à peu près les vitesses qui sont nécessaires pour faire des réactions nucléaires, c'est-à-dire pour faire des réactions de fusion entre des noyaux pour former d'autres noyaux. Donc en gros, pour atteindre, si vous préférez, les températures qui existent dans le Soleil. Autrement dit, dans un accélérateur de particules, on fait la même chose que ce que fait naturellement une étoile grâce à la force de gravité qui permet d'amener les noyaux au contact. Eh bien, c'est qu'on accélère des noyaux pour les envoyer contre d'autres noyaux de manière à faire ces réactions très violentes ici. Pour vous donner une idée, voilà le type de réaction qu'on peut faire. Vous voyez, ici, vous avez un projectile, une cible. Vous avez les nucléons.
les deux se rapprochent, et dans un temps très court, hein, vous voyez les temps 10-21 secondes, vous les voyez écrits au-dessus, eh bien vous avez différents phénomènes qui se passent. Ici par exemple, vous avez ce qu'on appelle une collision semi-périphérique, qui correspond au fait que les deux noyaux ne se rendent pas dedans de manière frontale. Et dans ces cas-là, vous avez un échange partiel des protons et des neutrons de chacun des noyaux. Vous voyez ces petites flèches qui vous sont indiquées ici. Et ceci vous permet par exemple de former des noyaux différents en sortie de ce qu'ils étaient en entrée. Vous voyez qu'il y a eu un mélange entre le rouge et le bleu qui vous montre qu'en sortie, les noyaux que vous récupérez, c'est plus les mêmes que ceux que vous avez en entrée. Donc si vous avez en entrée des noyaux stables, vous pouvez avoir en sortie des noyaux exotiques, des noyaux radioactifs, avec un nombre de protons et de neutrons différents. Eh bien, c'est exactement le genre de réaction qu'on fait au GANYL pour produire ces noyaux exotiques, justement. On fait des réactions nucléaires entre des noyaux stables. On n'a pas de noyaux exotiques à notre disposition, donc on les fabrique. Et pour les fabriquer, on prend un faisceau de noyaux stables qu'on envoie contre un morceau de matière qui contient des noyaux stables. Et puis, au fur et à mesure des collisions, on va obtenir des noyaux qui seront instables et dans lesquels on va pouvoir étudier leurs propriétés. Ici, je dois avoir une petite simulation à vous montrer. Est-ce que ça marche? Mais si, ça va marcher en plus, on dirait. Ici, vous allez voir une réaction. Donc ça, c'est un modèle microscopique qu'on utilise. Donc c'est avec deux collègues, du GANYL, du LPC. Vous avez les deux noyaux qui se rapprochent. Vous avez la vitesse, vous voyez indiquée, 32% de la vitesse de la lumière. L'approche en Fermi, hop, vous avez les deux noyaux qui sont au contact et qui commencent à échanger de la matière, c'est les parties violettes entre les deux. Et puis, alors là, il y a des mouvements de caméra, vous voyez, je me suis amusé. Ça, c'est une simulation. Ensuite, avec Pauvret, on peut s'amuser à faire des choses. Et là, vous voyez la désexcitation derrière, c'est-à-dire que les noyaux, une fois qu'ils sont rentrés dedans, ils ont échangé de l'énergie, et donc ils sont chauds, on appelle les noyaux chauds, et donc ils vont se désexciter en évaporant, en évacuant des protons et des neutrons, et donc en se transformant. Et donc à la fin, vous allez avoir final state, vous voyez ici, vous allez avoir un nombre de particules qui va être plus important. En entrée, vous aviez 2 noyaux. En sortie, vous avez beaucoup plus que 2 noyaux. Vous avez 25 noyaux avec des caractéristiques suivantes. Là, j'ai classé suivant la masse, mais avec des caractéristiques différentes. Autrement dit, vous voyez que par une réaction nucléaire, on est capable de, entre guillemets, de produire des noyaux qui n'existent pas à l'état naturel sur Terre. Donc ça, je ferme. Voilà. Collision centrale, c'est exactement pareil, sauf que là, c'est une réaction vraiment tête-bêche, frontale. Là, c'est l'énergie maximale, c'est le carreau. Et là, vous voyez que dans ces réactions-là, c'est là où on va en quelque sorte donner le maximum d'énergie à nos deux systèmes. Et là, dans la plupart du temps, vous observez quelque chose qui est en quelque sorte une mini supernova à l'intérieur de votre système. Donc je termine avec le GANYL. Voilà, ça c'est le genre d'appareil que l'on utilise. Je vous le montre parce que c'est l'appareil sur lequel je travaille, donc qui s'appelle Indra, instrument de détection avec résolution accrue. Donc est un appareil qui est en place au GANYL. Donc ça c'est une belle photo, hein, mais vous voyez tous les petits fils, là, vous voyez c'est les câblages. En gros, l'appareil est constitué de 1200 détecteurs, c'est ce qu'on appelle un multidétecteur. Donc vous avez plus de 4000 voies d'électronique à gérer. Et donc grâce à cet appareil, vous êtes capable dans tout l'espace de récolter l'ensemble des particules que vous avez vues lors des réactions nucléaires. Et donc, en analysant les caractéristiques de ces particules, vous êtes capable de remonter à ce qui s'est passé dans la collision. Et donc, grâce à ça, on utilise ce qu'on appelle les noyaux chauds, donc les noyaux qui sont formés lors de ces réactions nucléaires. L'étoile à neutrons, je vous en ai un petit peu parlé. L'étoile à neutrons, donc je vous ai parlé des transitions de phase. Voici par exemple comment on comprend une étoile à neutrons. Ça, c'est une publication de Nature il y a quelques années, dans lequel l'étoile à neutrons, vous voyez, il y a un champ magnétique très fort. Vous avez une surface, et si on fait une coupe à l'intérieur, on s'aperçoit que la matière est organisée de manière assez bizarre à l'intérieur, puisque les protons et les neutrons et les électrons vont s'agencer de manière à faire des structures, ce qu'on appelle des pastaphases, des phases de pâte, entre guillemets, dans lequel vous voyez que suivant la profondeur à laquelle on se trouve, on va avoir des transitions de phase entre différents types de matière, qui va être soit liquide, soit solide, soit sous forme de gaz, de particules. Et donc ça, c'est un sujet d'étude. Alors évidemment, étudier les étoiles à neutrons, c'est compliqué parce qu'elles sont très loin, et donc on n'a pas d'image. Mais en tout cas, on peut les étudier indirectement, par exemple en mesurant quelque chose que l'on peut savoir, qui est par exemple leur rayon. Vous voyez ici, vous avez un diagramme qui vous donne la pression à l'intérieur de l'étoile en fonction du rayon. Et quand la pression chute, c'est en quelque sorte le rayon de l'étoile.
Et vous voyez que suivant les modèles que vous utilisez, ce sont les différentes courbes, vous avez des variations en ce qui concerne le rayon de l'étoile. Vous voyez, ce n'est pas très élevé, mais vous avez de l'ordre d'1 kilomètre de variation. Et donc en mesurant la surface, le rayon d'une étoile à neutrons, ça peut permettre de savoir quelles sont les phases et donc la structure interne de cette étoile à neutrons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'astrophysique nucléaire. Et donc c'est justement d'essayer de combiner des observations d'étoiles à neutrons avec des données que nous on connaît en ce qui concerne la description des noyaux. Voilà. Et le but ultime, c'est évidemment les explosions de ces étoiles, donc qui est le but ultime de l'astrophysique nucléaire, qui est justement d'essayer de comprendre ces phénomènes de nova, qui sont des explosions partielles d'étoiles, et les supernovas, qui sont des explosions totales d'étoiles très massives. Les novas arrivent la plupart du temps parce que ce sont des systèmes binaires. Vous avez une grosse étoile, une petite, et la grosse étoile a tendance évidemment à tirer la matière de la petite. Et quand la matière de la petite arrive sur la grosse, ça crée une sorte de grosse explosion qui vous donne naissance à ce qu'on appelle la nova. Cette nova, en gros, vous avez la luminosité de l'ensemble qui est multipliée par 1000. D'où le terme nova, en latin, ça signifie nouveau, donc quelque chose qu'on observait dans le ciel qu'on ne voyait pas avant. Supernova, c'est encore plus extrême, puisque là, c'est carrément l'étoile a sa luminosité qui est multipliée par, en gros, un facteur 1 milliard. Quand vous avez une supernova, une étoile devient aussi brillante qu'une galaxie entière. Donc c'est quelque chose qui est très rare, mais qui peut arriver et qu'on a déjà observé. Alors justement, maintenant j'en termine avec le Ganil. Là je vais passer parce que j'ai plus le temps. Vous l'avez compris. Voilà. L'apport des accélérateurs de particules, c'est lequel? C'est que dans les années 40, on connaissait que les noyaux stables. C'est la vallée de stabilité que je vous ai montré tout de suite. Et grâce aux accélérateurs de particules, voilà où on en est actuellement. C'est ce que je vous ai montré. Vous voyez, cette fois-là, les cases, c'est en fonction de l'année de découverte. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des années, entre les années 40 et maintenant, on a été capable d'explorer de plus en plus loin de cette vallée de stabilité. Et ceci, c'est grâce aux accélérateurs de particules. Si on n'avait pas d'accélérateurs de particules, on n'aurait jamais pu produire cette carte des noyaux. Et donc, différents processus qui sont à l'œuvre et qui permettent de construire ces noyaux. Donc, j'en ai parlé de supernova, de nova, etc. Spirale 2, donc pour terminer, quelques mots là-dessus, puisque c'est quand même un projet qui vient d'émerger. Donc Spirale 2, qu'est-ce que c'est? Spirale 2, en gros, c'est une extension du Ganil. Donc le Ganil, je vous l'ai montré tout de suite, c'est un accélérateur de particules qui a été construit dans les années 80. Le premier faisceau, je crois que c'était 83. Et donc, dans les années 2010, on a décidé de faire une extension du projet qui s'appelle donc Spirale 2. Donc Spirale, c'est l'acronyme de source de production d'ions radioactifs accélérés en ligne. Et 2 pour deuxième génération. Et donc, Spirale 2, vous voyez, vous reconnaissez le Ganil, ici les bâtiments physiciens. Pour ceux qui connaissent, il y a la cantine là-bas derrière. Et donc la phase Spirale 2 est découpée en deux phases. Vous avez la phase 1 et la phase 2. À l'heure actuelle, seule la phase 1 est financée. Ça veut dire que pour l'instant, c'est la seule qui vient de finir d'être construite. C'est les bâtiments que vous voyez ici dans le fond. Je dois avoir une autre image qui vous montre ce que c'est. Ces bâtiments se sont construits dans les 2 dernières années. C'est assez récent. Voilà les bâtiments tels qu'ils sont actuellement. Vous avez dû voir, vous avez la route de Douvres derrière ici, et vous avez dû voir ce grand chapiteau quand vous regardez direction du Ganil, donc sur la droite quand vous venez de Caen. Vous avez ce grand chapiteau, et puis voilà les nouveaux bâtiments. Il faut savoir que l'accélérateur est évidemment souterrain, il est à 9 mètres au-dessous du sol. Et là, ce que vous voyez, c'est uniquement les bâtiments qui sont en surface et qui permettent d'avoir les postes de commande et un certain nombre de servitudes qui sont indispensables pour faire fonctionner cet accélérateur. Voilà à quoi ça ressemble quand on creuse. Donc en gros, le bâtiment que vous voyez, c'est ça, ce qui a été construit. Vous avez le Ganil existant que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est le nouveau Ganil. C'est quoi le nouveau Ganil? C'est ce qu'on appelle un LINAG. Un LINAG, c'est un accélérateur linéaire qui va permettre de compléter les gammes de faisceaux qui est capable de produire le Ganil avec ces 2 cyclotrons qui étaient là au départ. Donc avec le LINAG, quel est l'intérêt d'avoir un LINAG? C'est qu'avec un LINAG, vous pouvez avoir des énergies qui sont, pas des énergies, mais des intensités qui sont beaucoup plus grandes que ce que vous pouvez avoir dans des cyclotrons. En gros, vous pouvez augmenter les intensités d'un facteur 100, voire un facteur 1000. Et ceci fait que, voilà en gros l'histoire du Ganil. Comme je vous l'ai dit, le Ganil, c'était 2 cyclotrons qui ont été créés en 1983.
À partir de Spiral 1, qui était la première version de Spiral, on a été capable de former cette fois-là des noyaux exotiques, des noyaux radioactifs. Spiral 1, c'est ça, c'est le cyclotron SIM, c'est un troisième cyclotron qui a été mis en route. Et puis depuis, donc, la phase 2, Spiral 2, phase 1, qui correspond à la construction d'un LINAC qui vient de se terminer. Et puis une phase 2, peut-être, qui n'est pas, comme je vous l'ai dit, encore financée parce qu'elle coûte très cher, c'est de l'ordre de 100 millions d'euros. Et pour l'instant, les financements ne sont pas encore là, mais qui pourrait avoir lieu à l'horizon 2020-2022. Et donc, juste pour terminer, ben voilà, je vous montre l'inauguration qui a eu lieu il y a quelques semaines, hein, donc c'est tout récent. Vous voyez, c'était le jeudi 3 novembre, puisque le président de la République est venu pour inaugurer justement la phase 1 de Spiral 2. Donc c'était le jeudi 3 novembre, donc en présence des officiels. Et donc ça, c'était le démarrage, entre guillemets, de Spiral 2, donc qui en gros va produire des faisceaux à partir de l'année prochaine. Pour l'instant, il est ce qu'on appelle en commissioning, c'est-à-dire en test. Mais à partir de l'année prochaine, vous allez avoir des premiers faisceaux exotiques qui vont commencer à être produits par Spiral 2, et donc vous allez avoir des faisceaux qui sont 100 fois plus intenses que ceux que l'on avait avant avec Spiral 1 ou avec le Ganil. Donc voilà, j'en ai terminé. Merci à vous.